Mon fils m'a regardé droit dans les yeux et a dit, Papa, on en a déjà parlé. Comme si j'étais un enfant qui avait demandé quelque chose déraisonnable. Comme si je bavardais depuis 20 minutes et qu'il en avait assez. J'avais parlé pendant peut-être 40 secondes. Mon nom est Eugène. J'ai 84 ans. Et je veux vous raconter le jour où j'ai cessé d'accepter ça. Je ne suis pas un homme dramatique. Je ne l'ai jamais été. J'ai grandi dans une maison où les hommes ne faisaient pas de scène, ne élevaient pas la voix pour des choses qui pouvaient se régler du regard. Mon père disait plus avec un seul silence que la plupart des hommes ne pouvaient en dire en une heure. J'ai hérité de ça. J'ai porté ça comme un manteau toute ma vie. Et pendant longtemps, j'ai pensé que ce manteau était une armure. Il s'avère que ce que je croyais être de la dignité était en partie simplement disparaître en silence. Je veux revenir à un mardi. Pas un mardi dramatique. Pas le genre avec des tempêtes ou des appels au milieu de la nuit. Juste un mardi ordinaire dans mon appartement, le genre qui sent le café vieilli et ce que le voisin du dessous cuisine. J'avais appelé Marc, mon aîné, parce que je tournais quelque chose dans ma tête depuis quelques jours. Quelque chose concernant son plus jeune fils, Élie, qui m'avait paru très silencieux lors du dernier dîner familial. Le genre de silence que je reconnaissais. Je voulais simplement le mentionner, pas faire un discours, juste dire « surveille-le ». Marc a décroché au troisième son. J'ai entendu le cliquetis du clavier. « Salut papa, quoi de neuf ?» Pas une question, une tolérance. J'ai commencé à parler, fait environ 4 phrases, expliquant ce que j'avais remarqué chez Ellie, choisissant mes mots avec soin comme je le fais toujours. « Papa », il m'a coupé net. « C'est comme ça qu'il est, il va bien. Tu avais besoin d'autre chose ?» Autre chose dont j'avais besoin. J'ai tenu le téléphone un instant. Dit non, rien d'autre. On a raccroché. Je me suis assis sur la chaise près de la fenêtre, celle qui donne sur la ruelle, et j'ai réfléchi à ce qui venait de se passer. À ce qui se passait, en réalité, depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Marc n'était pas un mauvais fils. Il se présentait quand les choses étaient sérieuses, appelait pour les anniversaires. Si quelque chose se cassait dans mon appartement et que je le mentionnais, il envoyait quelqu'un pour le réparer dans la semaine. Selon tout critère raisonnable, il faisait son devoir. Les devoirs filiaux, les visibles. Mais quelque part en chemin, je ne saurais dire exactement quand, j'étais devenu quelque chose à gérer plutôt qu'une personne à qui parler. Mes observations étaient des désagréments. Mes souvenirs étaient des interruptions. Mes tentatives de conversation étaient quelque chose à dévier efficacement pour que nous puissions tous les deux continuer notre journée. Et la partie la plus difficile, c'est que j'avais laissé faire. Pas d'un coup, lentement, comme l'eau qui entaille la pierre. Chaque fois que je laissais passer une remarque acerbe sans rien dire. Chaque fois que je résumais ce que je disais parce que je sentais qu'il n'écoutait qu'à moitié. Chaque fois que je raccrochais et me disais que ça n'en valait pas la peine d'en faire un sujet. Je l'avais entraîné, sans le vouloir, à ce que j'absorbe tout. Mon premier instinct, assis sur cette chaise, était celui que j'avais toujours eu, ne rien dire, garder la paix. Il est occupé, il ne le pense pas mal. C'est ce que j'avais fait pendant des années, probablement depuis son enfance, si je suis honnête. J'étais le mur. Les murs ne se plaignent pas, les murs absorbent. Mais j'avais 84 ans, et j'étais assis sur une chaise près d'une fenêtre donnant sur une ruelle, après un appel de 40 secondes au cours duquel j'avais été écarté comme un petit désagrément, et quelque chose en moi, très tranquillement, sans drame, a refusé. Pas de rage, rien de tel, juste un refus. Comme une porte qui était restée ouverte des années et qui se fermait enfin, doucement. J'ai d'abord essayé l'évidence. La prochaine fois que Marc a appelé, environ 2 semaines plus tard, j'ai dit quelque chose. Je lui ai dit que je m'étais senti coupé lors de notre dernier appel. Je l'ai dit simplement, comme j'essaie de dire la plupart des choses. Il s'est tu un moment, puis a dit, d'une voix mesurée, « Papa, je n'essayais pas de te couper. J'étais au milieu de quelque chose. » Et j'ai dit que je comprenais. Et il a dit, « J'essaierai d'être plus attentif. » Et j'ai dit, « Je t'en remercie. » Et en moins de 3 appels, on était revenu exactement au point de départ. Rien n'avait changé. Parce que ce que j'avais fait n'était pas vraiment une confrontation. C'était une plainte.
Et les plaintes, dans mon expérience, sont faciles à absorber et encore plus faciles à oublier. J'ai donc essayé une autre approche. J'ai arrêté de prendre des nouvelles, en me disant que si je lui donnais du silence, il le remarquerait, que je lui donnerais quelque chose à regretter. J'ai passé environ 3 semaines sans appeler en premier. Il a appelé 2 fois. Les 2 fois pour des questions logistiques. Une fois à propos d'un événement familial dont il voulait savoir si je venais. Une fois pour savoir si j'avais trouvé un nouveau médecin depuis la retraite de l'ancien. Les 2 conversations ont duré moins de 5 minutes. Quand je l'ai finalement appelé à la fin de ces 3 semaines, sa voix ne portait aucune conscience particulière que quelque chose avait été différent. Je salue papa, quoi de neuf? Même ton, même brusquerie. Le retrait n'avait pas non plus fonctionné. Parce que la relation que je croyais retenir, la relation où il remarquait mon absence et la ressentait, cette relation ne semblait pas exister sous la forme que j'avais imaginée. Il ne me manquait pas, il était juste occupé. Et le retrait ne lui coûtait rien de ce qu'il avait investi. Me voilà donc, 2 tentatives, 2 échecs, et une lente, inconfortable prise de conscience que j'opérais avec un ensemble d'hypothèses qui ne s'appliquaient plus, si tant est qu'elles l'aient jamais été. Ça va paraître étrange, mais ce qui a fini par me toucher venait d'un garçon nommé Lucas. Il a 11 ans, vit dans l'immeuble avec son père, vient le week-end, enfant calme, observateur. Il n'a pas ce que j'appellerais beaucoup de manières au sens formel, mais il a quelque chose de mieux, de l'attention. Quand il me pose une question, il attend vraiment la réponse. Ne remplis pas le silence. Ne regarde pas ailleurs. Un samedi après-midi, il a frappé à ma porte parce que son père lui avait demandé de me rendre une clé que je lui avais prêtée en bas. Il me l'a remise et puis, pour une raison quelconque, n'est pas reparti immédiatement. Il est resté là, à regarder une photo encadrée sur l'étagère près de la porte. Une vieille. Lorraine et moi, au début des années 70, devant un bâtiment dont je ne me souviens à peine. Il a dit « C'est toi ?» J'ai dit que oui. Il l'a regardé encore un moment, puis a dit « On dirait que tu vas dire quelque chose. » J'ai regardé la photo. Je ne l'avais pas vraiment étudiée depuis des années. Il avait raison. Il y avait quelque chose dans mon expression, moi plus jeune, debout avec le bras autour de Lorraine, qui ressemblait à un homme sur le point de parler. Pas anxieux, pas incertain, prêt. Je ne sais pas s'il avait compris ce qu'il venait de faire. Je ne le crois pas. Il m'a tendu la clé, a dit « Monsieur Eugène », comme il le fait toujours, et est redescendu. Mais je suis resté dans l'encadrement de ma porte un long moment, à regarder cette photo. L'homme dessus. Celui qui ne demandait pas la permission d'occuper de l'espace dans une conversation. Celui qui ne se rapetissait pas préventivement. Quelque chose a commencé à s'ordonner dans mon esprit. La prochaine fois que Marc a appelé, j'ai laissé la conversation suivre son cours normalement un moment. Il parlait de son travail, d'un projet, de quelque chose avec l'un de ses enfants à l'école. J'écoutais, faisais les bruits appropriés, étais un bon public. Puis il y a eu une pause naturelle, et j'ai commencé à parler. J'en étais à peut-être 2 phrases. Quelque chose à propos d'un souvenir que j'avais d'avoir emmené Marc à son premier vrai entretien d'embauche. À quel point il était nerveux. Comment j'avais tourné 2 fois autour du bloc pour lui laisser le temps de se reprendre. Et je l'ai entendu ramasser quelque chose. Du papier qui froisse. Le bruit inimitable d'un homme qui fait autre chose. Le vieux Eugène aurait conclu. Dit quelque chose comme « Bref », se serait vidé la gorge, aurait amorcé la fin. À la place, je me suis arrêté. Pas dramatiquement, j'ai simplement cessé de parler, en plein milieu d'une pensée. Le silence s'est étiré. Au bout d'un moment, Marc a dit « Pardon, tu as dit quoi ?» Et j'ai dit, calmement, sans aucune pointe d'agressivité, « Je te partageais quelque chose. Quand tu as commencé à faire autre chose, je me suis arrêté. Je voudrais que tu sois vraiment là pour ça. » Silence de nouveau, plus long cette fois. Il a dit « Tu as raison, je suis désolé. » J'écoute. Et j'ai terminé l'histoire. Je veux être prudent dans la façon dont je décris ce qui s'est passé après, parce que ce n'était pas une transformation, pas une percée soudaine où Marc est devenu une autre personne du jour au lendemain. Il est toujours occupé. Il a toujours 40 choses en tête pendant la plupart de nos conversations. Mais quelque chose avait changé. Pas en lui, pas encore, mais en moi.
J'avais arrêté la conversation au moment où elle cessait d'en être une. Et parce que je l'avais fait sans accusation, sans faire de lui un vilain, sans énumérer ses échecs en tant que fils, parce que j'avais simplement nommé ce qui se passait et demandé quelque chose de précis, il n'avait rien à dévier. Pas d'attaque à laquelle se défendre. Juste une déclaration calme, directe et une demande. Je te partageais quelque chose. Je voudrais que tu sois vraiment là pour ça. J'ai commencé à prêter attention au moment. Tous les petits que j'avais laissés passer. La fois où il a utilisé ce ton, celui qui sort quand il pense que je suis lent ou répétitif, et au lieu de l'avaler, j'ai dit: la façon dont tu viens de dire ça sonnait impatient. J'ai besoin que tu réessayes, sans colère, avec le même calme que j'emploierais pour lui dire qu'il fait beau. Il a été surpris la première fois que j'ai dit quelque chose comme ça en personne. On était à un dîner familial. Je crois que c'était chez lui, dans la salle à manger qu'il n'utilise que pour les occasions. Et j'avais dit quelque chose sur la façon dont une rue que je me rappelais avait changé. Il m'a coupé avec quelque chose du genre: papa, ça remonte à 40 ans. Dédaigneux. Pas cruel, mais dédaigneux. Et toute la table s'est tue, comme les tables se taisent. Je l'ai regardé et j'ai dit: ça compte pour moi. Je voudrais que tu me laisses finir. Sa femme, doucement, a dit: vas-y, Eugène. Il a hoché la tête, a dit: tu as raison, désolé. Et j'ai continué. Ce que j'ai remarqué, et ça m'a surpris, c'est que dire ces choses n'a pas créé le conflit que j'avais toujours anticipé. Toute ma vie, j'avais retenu les corrections parce que je pensais qu'elles mèneraient à des disputes, au ressentiment, à ce silence particulier qui signifie que quelqu'un tient le compte. Mais les corrections que je faisais n'étaient pas des attaques, pas des comparaisons, pas des comptes rendus. C'était juste des redirections précises, calmes, au moment même. Je te partageais quelque chose. Je voudrais que tu sois là. La façon dont tu as dit ça sonnait impatient. Réessaie, ça compte pour moi. Laisse-moi finir. Rien à contester. Pas d'assassinat de caractère. Juste un fait sur le moment et une direction. Je vais vous dire quelque chose pourquoi je n'étais pas préparé. Au bout d'environ 2 mois de ça, 2 mois de petites corrections, calmes et constantes, sans excuses, Marc m'a appelé un dimanche. Pas pour la logistique. Pas pour un événement ou un service. Il a appelé et a dit: salut papa, je pensais à toi. On a parlé 40 minutes. Il m'a posé des questions, de vraies, sur ma vie avant sa naissance, sur son grand-père, sur ce que c'était que de travailler dans un endroit qui ne te voyait pas au-delà de ta fonction. Il a écouté les réponses. À la fin, il a dit quelque chose à quoi je pense presque tous les jours depuis. Il a dit: j'aime bien parler avec toi. J'ai dit que j'aimais aussi parler avec lui. Et je le pensais d'une façon que je n'avais pas pu exprimer depuis des années. Il a dit: je crois que j'avais oublié qui tu étais. Genre, au-delà d'être mon père. Tu étais devenu juste la chose dont j'étais responsable. Et puis tu as cessé d'accepter ça, et j'ai recommencé à te voir vraiment. Il ne l'a pas dit exactement comme une excuse. Il l'a dit plutôt comme une prise de conscience à voix haute. Et je l'ai reçu de la même façon. Je n'ai pas dit ce n'est pas grave, et je n'ai pas dit je savais que tu viendrais à Résipiscence. J'ai juste dit je suis toujours là. Ce que je comprends maintenant et que je ne comprenais pas alors, c'est que j'avais fonctionné selon une certaine logique la majeure partie de ma vie. La logique disait: ne formule pas de demande, ne t'impose pas, rends-toi agréable, aime les gens qui t'entourent en veillant à ce que ta présence ne leur coûte rien, sois simple. Je croyais que c'était de la grâce. Je pense que c'était plus proche de l'effacement. Parce que le problème, quand on ne demande jamais à être traité d'une certaine façon, c'est que tu laisses l'autre personne sans information. Elle ne sait pas ce dont tu as besoin. Elle comble le vide elle-même. Et d'habitude, si quelqu'un peut te traiter comme une interruption et qu'il n'y a pas de conséquences, il finit par te traiter comme une interruption par habitude, par méchanceté, par habitude. Les mots. Je te partageais quelque chose. Je voudrais que tu sois vraiment là pour ça. Ils ont fonctionné non parce qu'ils étaient magiques, et non parce que Marc en avait peur. Ils ont fonctionné parce qu'ils étaient précis. Ils nommaient le moment. Ils demandaient un ajustement concret. Ils lui donnaient quelque chose de tangible auquel répondre, plutôt qu'une accusation générale d'insuffisance. On ne peut pas se défendre contre « tu faisais autre chose pendant que je parlais ». C'est soit vrai, soit ce ne l'est pas. Et si tu le dis sans fureur, sans historique, sans en faire un référendum sur toute votre relation, juste le moment, juste ça,
alors il n'y a rien dans quoi ça puisse dériver. Il ne reste que la question de savoir si la personne est prête à s'ajuster. En général, elle l'est. Je suis reconnaissant pour cette photo près de la porte, celle que Lucas a remarquée. Je la regarde parfois le matin, tôt, avant que l'immeuble ne devienne bruyant. L'homme dessus ne savait pas ce qui allait arriver, ne savait pas des années de silence accumulées, des corrections avalées, des conversations qu'il raccourcissait parce qu'il sentait que l'autre n'écoutait qu'à moitié. Ne savait pas que la discipline qu'il avait pratiquée toute sa vie, la composure, le sang-froid, le refus de faire des scènes, serait parfois retournée contre lui sous forme d'hypothèse, qu'il n'avait pas besoin de grand-chose, ne voulait pas grand-chose, allait bien. Mais on dirait qu'il est sur le point de dire quelque chose, et je crois qu'il l'aurait dit simplement, sans excuse. Je crois que quelque part, sous tout l'entraînement, toutes ces années à apprendre à être agréable, cet homme savait toujours qu'il valait la peine d'écouter. J'ai mis jusqu'à 84 ans pour lui donner entièrement raison. J'en suis reconnaissant. Reconnaissant même pour le mardi près de la fenêtre de la ruelle, et l'appel de 40 secondes, et le refus qui en est né. Reconnaissant pour le silence qui a suivi, et ce qui a poussé dans le silence. Pour chaque conversation de dimanche ordinaire qui s'est sentie, enfin, comme deux personnes dans la même pièce. Si vous avez été avec moi aujourd'hui, merci. Vraiment. Je ne prends pas la compagnie à la légère. Si quelque chose ici a atterri quelque part en vous, j'espère que vous le portez doucement. Et si vous voulez revenir et vous asseoir avec moi encore, je serai là. Il suffit de presser ce petit bouton en bas qui dit « S'abonner ». C'est tout ce qu'il faut. Je vous attendrai. Prenez soin de vous.